Bonjour à toutes et à tous. On va terminer cet après-midi ensemble et donc dans les prochaines 40 minutes, je vais vous parler des réponses de la politique monétaire face au Covid-19. Donc, comment la politique monétaire dans la zone euro a aidé à faire face aux conséquences économiques de la pandémie. La présentation, elle est largement basée sur ce qui se trouve dans le chapitre dédié, donc le chapitre politique monétaire du rapport annuel de la Banque. Elle a été réalisée avec ma collègue Evelyne Vincent. Donc après déjà 3 présentations, j'imagine que ce slide doit faire sens pour vous. Il reprend le cadre un peu plus large de cet après-midi. Il peut résumer en fait, donc l'après-midi, Geoffrey vous a expliqué le préjudice économique du Covid-19 en Belgique. Hervé, lui, il s'est attaché à détailler la réponse de la politique budgétaire et Alexandre s'est concentré sur le prudentiel. Moi, je vais refermer la boucle en me concentrant sur la réaction de politique monétaire. Petite variation par rapport aux présentations précédentes. On quitte un peu le cadre strictement belge. On va beaucoup parler de zone euro puisque la politique monétaire se fait à ce niveau-là, mais on aura des touches belges par-ci, par-là. Donc pour débuter, donc on prend un aperçu de la présentation. Dans une première partie, on va voir comment la politique monétaire s'organise au niveau de la zone euro, un peu un état des lieux avant la crise du Covid. La deuxième partie concernera les mesures prises pour faire face à la crise, donc ça c'est vraiment le cœur de la présentation. Et la dernière partie abordera les défis de l'après-crise pour l'eurosystème. Donc l'introduction avec un premier slide qui fait un petit topo institutionnel, donc au niveau de l'eurosystème. Depuis 1999, on parle d'union monétaire dans laquelle les États membres partagent une monnaie unique, l'euro. L'eurosystème, c'est la Banque centrale européenne et les 19 banques centrales nationales de la zone euro. Pour donc la BCE, il y a 6 membres du directoire, dont la présidente Christine Lagarde. Et pour les banques centrales nationales, on a donc 19 gouverneurs. Et tout ce petit monde se rassemble dans ce qu'on appelle le Conseil des gouverneurs de la BCE. Donc c'est lui qui conduit la politique monétaire de la zone euro. Et en principe, ils se réunissent toutes les 6 semaines à Francfort. Pour le moment, c'est en téléconférence pour prendre des décisions sur la politique monétaire. C'est le traité de Maastricht qui donne un mandat au Conseil des gouverneurs de la BCE. Ce traité, il dit que l'objectif principal de la politique monétaire, ça doit être la stabilité des prix, donc c'est-à-dire éviter des périodes d'inflation trop élevées ou trop basses, la déflation. Si les prix sont stables, ça veut dire que l'argent garde la même valeur dans le temps, ce qui veut dire que le pouvoir d'achat reste stable. Mais il n'y a pas de définition précise qui est donnée dans le traité de cette stabilité des prix. Le Conseil des gouverneurs s'est donné lui-même une définition. Donc c'est une inflation moyenne annuelle pour la zone euro qui est visée. Et donc on a 2% comme point d'ancrage. Sans préjudice de cet objectif de stabilité des prix, le traité stipule aussi que la politique monétaire doit apporter son soutien aux politiques économiques générales de l'Union européenne. Et donc ça comprend le fait de réaliser des objectifs comme la croissance économique équilibrée, le plein emploi, le progrès social. Il y a aussi une notion de développement durable dans ces objectifs. Mais donc c'est bien sans préjudice. Il n'y a pas d'ambiguïté sur les priorités. C'est d'abord la stabilité des prix qui prime, qui est clé. Pour remplir cet objectif de stabilité des prix, l'eurosystème dispose d'instruments. Donc il y a l'instrument traditionnel, celui qui était utilisé avant la crise financière globale de 2007. Donc c'est le taux auquel l'eurosystème va prêter des liquidités aux banques et c'est un taux central parce qu'il sert de référence aussi pour les autres taux sur les marchés financiers. Maintenant, depuis la crise financière globale, donc ce taux de référence a été abaissé très bas et n'a plus été possible de le réduire davantage ou très peu, et donc il a fallu déployer d'autres outils
pour offrir le soutien monétaire qui était nécessaire. Donc je vais les énumérer ici. Il y a d'abord donc le taux négatif, le fait que ce taux de référence est devenu négatif, c'est le cas depuis juin 2014. Les indications sur la politique future, donc le fait de donner des informations sur les intentions qu'il y a en matière de politique monétaire à venir. On a aussi les achats d'actifs, donc le fait que la BCE et les banques centrales nationales achètent des titres de dette, donc des titres qui sont émis par des acteurs privés ou publics, et ensuite les prêts à long terme aux banques. Donc traditionnellement, avant la crise financière globale, les prêts aux banques se faisaient à relativement court terme, au jour le jour, à une semaine, à un mois. Depuis la crise, on a des prêts d'une durée beaucoup plus étendue, jusqu'à 4 ans pour certains prêts. Alors ce slide, il expose l'état des lieux de la politique monétaire avant la crise du Covid, du point de vue de l'objectif et du point de vue de l'objectif principal et du point de vue des instruments. À gauche, on voit l'inflation annuelle dans la zone euro. Donc ce sont des prix à la consommation. On a marqué les 2% de l'objectif. Depuis la crise financière globale, on voit que le chemin n'a pas été simple pour maintenir l'évolution des prix en ligne avec cet objectif. Donc on a eu une crise financière puis bancaire qui a été suivie aussi dans la zone euro par une crise de la dette souveraine, puis une phase de reprise mais lente avec certains risques de déflation, d'inflation trop basse pendant trop longtemps. Et ce qu'on peut voir même, c'est que même avant la crise du Covid, donc en 2019, il y avait eu un certain décrochage, une baisse continue de l'inflation par rapport à l'objectif. Et déjà, une nouvelle séquence d'assouplissement monétaire avait été décidée à ce moment-là, donc à quelques mois de la crise du Covid. Et donc, depuis plusieurs années, on a déployé un arsenal d'instruments jamais vus. Et donc, pour être un peu plus concret, donc, au niveau du taux négatif, on a un taux qui a été rabaissé jusqu'à moins 0,5%. Ça a été fait, donc le moins 0,5 en septembre 2019. Pour rappel, c'était déjà en négatif depuis juin 2014. Depuis 2014, on a acheté près de 2500 milliards donc de titres publics ou privés. Et là aussi, à partir donc de l'automne de 2019, il avait été décidé de reprendre ces achats d'actifs pour renforcer les effets accommodants de la baisse des taux directeurs. Il était communiqué que les taux resteraient bas et que les achats continueraient tant que la convergence de l'inflation ne serait pas en ligne avec l'objectif. Donc ça, c'est aussi un instrument assez puissant. Et enfin, pour sécuriser d'autant plus donc l'offre de prêts bancaires, plusieurs séries donc d'opérations à plus long terme avaient été décidées. Donc, il y a déjà eu des séries d'opérations, comme j'ai dit, à plus long terme très tôt, donc durant la crise de la dette souveraine, par exemple, en 2011. Là, on s'arrête sur les 3 dernières séries qui avaient été décidées, sont les TLTRO, donc une première série en 2014, une autre en 2016. Et là, en 2019, il y avait une nouvelle série qui avait été annoncée. Le graphique ici, il nous montre toujours l'inflation annuelle dans la zone euro, donc toujours les prix à la consommation, mais on y a ajouté ce qui s'est passé donc, depuis la crise Covid, donc l'année 2020 et le début de 2021. Ce qu'on observe clairement, c'est que l'inflation dans la zone euro a considérablement diminué suite à la crise du Covid, non seulement parce que les prix du pétrole ont baissé, mais aussi parce que les magasins, par exemple, ont baissé leurs prix pour attirer une demande supplémentaire. Donc cela veut dire qu'un soutien monétaire supplémentaire était nécessaire pour continuer à honorer le mandat de stabilité des prix. Et c'était le cas aussi étant donné que les prévisions d'inflation ne montraient pas une convergence à terme relativement satisfaisante. Donc c'est vraiment les risques en matière de stabilité des prix qui ont guidé l'action de la BCE. Les points d'ailleurs, ils indiquent, donc les 3 points qu'on voit là, ils indiquent les prévisions de l'eurosystème en matière d'inflation, donc ce sont des prévisions qui sont trimestrielles. Ici, donc, on voit les dernières prévisions, celles de décembre 2020.
On prévoit une inflation de 1,4%, donc toujours pour la zone euro, d'ici la fin 2023. Évidemment, c'est trop peu pour une banque centrale qui vise les 2%, d'autant plus que l'inflation n'a presque jamais dépassé les 2% ces dernières années. Donc ça ne veut pas dire que les mesures que je vais expliquer n'ont pas d'effet, ça veut dire que le soutien qu'elles apportent doit être prolongé. Et donc ça nous amène à notre seconde partie, qui est ce qui a été mis en place pour justement assurer ce soutien monétaire nécessaire au retour de l'inflation. Donc les mesures de l'eurosystème face à la crise du Covid. Donc ces mesures visaient à remplir 3 objectifs principaux qui sont détaillés ici. Donc premièrement, stabiliser les marchés financiers. Deuxièmement, garantir une orientation généralement souple de la politique monétaire. Et troisièmement, soutenir l'octroi de crédit au secteur privé. On va s'arrêter d'abord sur les 2 premiers objectifs principaux. Soutenir la stabilisation des marchés, plus concrètement, ça veut dire éviter la fragmentation des conditions financières dans les pays de la zone euro, par exemple. Donc, certains pays ont été plus touchés que d'autres par la pandémie et aussi les pays n'avaient pas forcément le même point de départ en matière d'endettement public. Et donc, il s'agissait, par exemple, d'éviter une hausse des taux trop marqués dans certaines juridictions. Assurer une orientation suffisamment accommodante, c'est la question d'avoir des conditions de financement qui sont généralement souples pour les acteurs publics, mais aussi pour les acteurs privés. Et là, on a repris quelques titres de presse qui illustrent le fait que la pandémie, elle a été synonyme de tension sur les marchés financiers. Il y a eu différentes séquences, confinement, déconfinement, assorties de nombreux inconnus, des effets à géométrie variable, donc selon les secteurs, comme Geoffrey l'a expliqué. Le double enjeu vraiment pour la politique monétaire, c'est d'une part stabiliser les marchés, d'autre part garantir les conditions de financement souples. Pourquoi donc? Parce que d'une part, la politique monétaire, elle se transmet par les marchés financiers, par le prix des actifs, par les conditions de financement. Et donc, à partir du moment où les marchés déraillent, sont stressés, il n'est plus possible pour la politique monétaire de voir refléter les conditions de financement qu'elle veut imprimer donc, dans l'économie réelle. Et à côté de ça, donc, la question de garantir les conditions de financement souples, c'est le fait que donc, la pandémie a des conséquences économiques, aussi au-delà des premières semaines de forte tension, et donc vouloir renouer avec l'objectif d'inflation, dans ces conditions, ça oblige en quelque sorte à contribuer à la relance de l'économie. Donc, pour l'eurosystème, ça veut dire un soutien monétaire suffisant, s'assurer que les conditions de financement sont encore plus souples, même qu'avant crise. Donc, pour remplir ce double objectif, un outil clé a été utilisé. Cet outil, ce sont les achats d'actifs. En particulier, 2 programmes ont été actionnés. D'une part, on a l'APP, l'Asset Purchase Program. Donc, c'est un programme qui existait avant la crise, qui était en cours au moment où la crise du Covid a éclaté. Et début mars, donc c'est aussi un programme donc, qui comprend des achats de titres tant publics que privés. Et dès début mars, il a été décidé d'y consacrer une enveloppe additionnelle, avec dans cette enveloppe additionnelle un soutien pour le secteur privé qui a été renforcé. Donc ça veut dire que dans cette enveloppe, la part des titres du secteur privé achetés a été accrue. Et d'autre part, on a le PEP, donc le programme d'achat d'actifs d'urgence face à la crise. Donc ça, c'est vraiment un programme spécifique de crise temporaire qui a été actionné donc, et qui a été mis en place quand il est apparu que l'ampleur de la crise dépasserait vraiment de loin ce qui avait été anticipé initialement. Donc ça a été décidé le 18 mars. C'est une enveloppe colossale donc, qui a été allouée. Donc on a 1850 milliards d'euros. C'est peut-être à mettre en regard avec les 2500 milliards qu'on a achetés sur 5 ans de 2014-2015 à 2020. Donc c'est vraiment des montants colossaux. L'horizon de ces achats, donc c'est tant que la phase de crise n'est pas finie, et il y a la communication qu'en tout cas, il n'y a pas de fin qui est prévue avant mars 2022. Donc ce sont des titres de nouveau privés et publics,
avec généralement, de manière générale, les mêmes règles que l'APP, mais la différence, c'est qu'il y a quand même, avec le PEP, une flexibilité qui est accrue. La première flexibilité, elle est sur l'enveloppe totale, donc je parle de 1850 milliards, ils ne doivent pas être forcément tous dépensés, donc c'est vraiment en fonction des conditions de marché. Si on considère à certains moments qu'il y a un resserrement des conditions de financement qui devient incompatible avec la lutte contre l'effet baissier de la crise sur l'inflation. Et donc il est flexible aussi en matière de répartition des achats dans le temps, mais aussi les différentes classes d'actifs, mais aussi entre la répartition entre les pays. Donc typiquement, les achats via le PEP ont été beaucoup plus importants au début de la pandémie, pendant les premiers mois de crise, au plus fort des tensions, et ils ont été réalisés à un moindre rythme ensuite. Et au départ, il y a eu beaucoup de papiers commerciaux qui ont été aussi achetés. Ce sont des titres de dette à très court terme qui sont émis par les entreprises. Et donc, l'Eurosystème a vraiment offert un filet de sécurité aux entreprises sur ces marchés-là qui étaient pourtant, en quelque sorte, paralysés suite à la crise. Et donc, on voit par exemple que de mars à mai, l'Eurosystème a acheté près de 50% de ses émissions de titres de dette privée à très court terme. En définitive, même si le rôle de l'Eurosystème donc sur les marchés de dette privée a été très important, au final, ce sont quand même les titres de dette publique qui pèsent le plus dans les achats. Donc il y a des achats, ce graphique il présente les achats nets cumulés de l'Eurosystème en janvier 2021. Une bonne partie évidemment de ces achats a été faite avant la crise du Covid, mais les proportions restent relativement semblables si on regarde l'année de crise. Donc en vert, ce sont des titres... ah oui, là il y a un petit problème de slide, mais en vert ici, ce sont des titres privés. Donc on a en vert très clair les ABS qui sont donc des titres issus de la titrisation des produits structurés. En vert quelque peu plus foncé, les obligations sécurisées sont des titres qui sont émis par des banques commerciales. Et ici en vert plus foncé, les obligations d'entreprise papier commercial. Et donc le gros, c'est les obligations d'État en bleu. Et donc, si on s'intéresse un peu à la Belgique, on peut voir que c'est pas moins de 113 milliards d'euros d'obligations d'État belges qui sont en ce moment sur le bilan de l'Eurosystème, donc tant achetés par la Banque nationale de Belgique, mais aussi pour une partie par la BCE. Au niveau des flux, c'est aussi la même histoire. Donc on voit que l'Eurosystème a acheté quasiment toute la dette supplémentaire émise par les pays de la zone euro en 2020. On peut s'arrêter encore quelques instants sur l'importance du marché de la dette souveraine. Le graphique de gauche, il nous montre les écarts des rendements souverains par rapport aux taux sans risque dans la zone euro. Donc ce sont des taux à 10 ans. Ce qu'on voit, c'est qu'à mesure que le virus se propageait donc, en Europe et qu'il était attendu donc, que les pouvoirs publics allaient émettre des montants considérables de nouvelles dettes, on a vraiment donc, tous ces rendements souverains qui sont allés à la hausse. Il y a eu un vrai découplement avec le taux sans risque. Tous les taux souverains ont augmenté, oui. Donc il y avait vraiment un stress général, donc resserrement général des conditions de financement, mais pas dans la même mesure. On dit que la crise du Covid, comme aussi ça avait été le cas avec la crise financière globale, elle a entraîné une fragmentation de la zone euro. Pourquoi ? Parce que certains pays, comme l'Italie et l'Espagne, ont été plus durement touchés par la crise, mais avaient aussi des niveaux d'endettement public avant cette crise plus élevés au départ. Donc il y a une dispersion accrue des rendements des obligations d'État de la zone euro. Et l'introduction du PEP, avec cette enveloppe possible très large et la flexibilité intégrée, a vraiment considérablement atténué tant les tensions communes que les pressions de fragmentation. Et donc tous les taux sont allés à la baisse suite aux achats.
et aussi la fragmentation a diminué, donc la dispersion des taux a diminué. Donc on vient de parler des... Oui, et si je peux dire... Oui, une chose en plus sur ce slide. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui est important pour les autorités publiques, mais c'est aussi important, donc cet effet est aussi important pour les agents privés, puisque les taux souverains sont des taux de référence pour un ensemble de taux sur les marchés financiers. Donc on vient de parler de 2 objectifs. Il y a un troisième qui est de maintenir l'accès au crédit bancaire pour les entreprises et pour les ménages. Et comment on fait ça? C'est en octroyant beaucoup de liquidités aux banques commerciales qui offrent donc ces crédits. En guise de préambule, pourquoi est-il important de soutenir l'octroi de crédits bancaires? Eh bien, donc, on le voit ici, parce que les banques commerciales représentent la source d'une grande partie du financement du secteur privé, et ça c'est le cas pour la zone euro. Donc on voit sur la gauche, c'est pour la zone euro, c'est une moyenne pour les années 2002-2018, donc c'est près de 44%, 45% du financement externe des entreprises. C'est une histoire évidemment différente aux États-Unis, où là, donc, le financement venant des banques représente à peine 25% du financement externe. Et donc, même si la part du financement bancaire dans le total a quelque peu diminué dans la zone euro ces dernières années, aussi à cause de la crise, l'évolution du secteur bancaire continue à avoir des implications très importantes pour la politique monétaire et pour la stabilité financière dans la zone euro. Et donc, il a été décidé d'offrir des prêts, donc ça c'était déjà décidé avant la crise du Covid, d'offrir des prêts à long terme aux banques. Et ce qu'il a été décidé, c'est d'octroyer ces prêts à des conditions encore plus avantageuses. On a donné la possibilité aux banques d'emprunter un montant total plus important, et aussi on a assoupli les conditions au niveau du tarif. Donc, il est devenu possible pour des banques d'emprunter à un taux qui va jusqu'à moins 1%. Aussi, le nombre d'opérations totales, donc à la base, il y avait 7 opérations qui étaient prévues, donc au total, il y en a 10. Ce qui est important de retenir ici, c'est que par construction, donc ces opérations de prêt, on dit qu'elles sont ciblées, c'est qu'elles vont vraiment encourager les banques à offrir du crédit au secteur privé. Pourquoi? Parce que les banques dont le core business est d'offrir du crédit au secteur privé peuvent emprunter plus dans le cadre de ces opérations, et d'autre part et surtout parce que au plus les banques continuent de prêter au secteur privé durant la crise, au plus le taux d'emprunt via les TLTRO donc peut être bas. Donc quand je parle de jusqu'à moins 1%, pour la période de juin 2020 à juin 2022, c'est vraiment pour les banques qui vont maintenir leurs prêts à l'économie réelle. Et donc on voit que ça a été un succès très important. Donc en juin 2020, au moment où il a été annoncé que les banques pourraient emprunter jusqu'à un taux qui va jusqu'à moins 1%, elles ont emprunté près de 1 300 milliards à l'Eurosystème. Il y a eu d'autres opérations de prêts qui ont été conduites, mais pour ça je vous renvoie aux annexes de la présentation ou au rapport annuel. C'est des opérations qui visaient aussi à couvrir les besoins de liquidité à plus court terme. Donc pour rappel, ce qui est en jeu ici, c'est le fait que durant la crise, les banques commerciales ne répercutent plus l'évolution du taux directeur, l'orientation souple sur les conditions de crédit aux ménages et aux entreprises. Et le graphique ici, il montre que les TLTRO, évidemment, en combinaison avec les autres mesures qui ont été prises, les mesures prudentielles aussi, donc les autres mesures expliquées tant par Hervé que par Alexandre, donc ont permis d'atteindre l'objectif donc de maintenir un accès large au crédit bancaire. On peut même observer qu'au niveau du crédit, donc des prêts accordés aux entreprises non financières, on a eu un pic
très important. Donc les entreprises non financières ont vraiment emprunté à grande échelle, et ça pour pouvoir continuer à couvrir leurs frais de fonctionnement. Au niveau des ménages, on a un peu une situation inverse où on a une diminution des prêts, soit parce que donc par précaution, donc les gens anticipaient peut-être des périodes de chômage temporaire, ils ont aussi ralenti leur consommation, et aussi parce qu'ils étaient en quelque sorte contraints par le confinement dans leur consommation. Il était par exemple difficile d'acheter une maison les premières semaines de crise. En Belgique, l'histoire est relativement semblable. Et donc, les banques, elles ne sont pas contentées de prêter à grande échelle aux entreprises, elles l'ont aussi fait à des conditions qui sont restées excessivement favorables. Ainsi, on voit que les taux bancaires qui ont été appliqués, que ce soit aux entreprises non financières ou aussi les taux appliqués aux prêts hypothécaires, sont restés à des niveaux excessivement bas et relativement stables, malgré les épisodes de forte tension sur les marchés financiers. Donc là, on va en arriver à la dernière partie de cette présentation. Il s'agit des défis de l'après-crise pour l'eurosystème. Pour résumer un peu ce qui a été dit jusqu'ici, donc le Covid, ça a été un choc sans précédent pour l'économie dans la zone euro, et ça devrait laisser des marques pendant longtemps, non seulement sur l'activité économique, mais aussi sur l'inflation. Et c'est dans ce contexte, donc par rapport au risque sur l'inflation, que la BCE a adopté toute une série de mesures et qu'elle a vraiment fait appel à tous les instruments ou presque qui sont disponibles. Et elle a fait ça pour atteindre 3 objectifs: des conditions de financement généralement souples, stabiliser les marchés et aussi maintenir l'octroi de crédits bancaires aux ménages et aux entreprises. Ce qu'on a vu aussi, c'est que ces objectifs ont été atteints jusqu'à présent, mais ça ne signifie pas que les banques centrales, et y compris la BCE, l'Eurosystème, peuvent se reposer sur leur laurier. Et donc pour terminer, on va exposer 3 défis qui se posent pour l'avenir. Donc, comme j'ai dit, les mesures, elles ont permis de garder les effets de la crise sous contrôle. Et si les conditions de financement souples ont bien été maintenues, la partie n'est pas forcément gagnée du côté de l'inflation. Donc, je vous l'ai dit, les dernières projections, donc pour fin 2023, on table sur une inflation dans la zone euro à 1,4%, ce qui reste éloigné des 2%, ce qui signifie donc que le soutien monétaire, il va devoir être encore prolongé. Et un tel soutien, une telle présence sur les marchés financiers depuis maintenant depuis 2015, donc ça fait près de 5-6 ans, pose question. On peut relever certains risques au niveau de la stabilité financière. Donc ça peut favoriser des prises de risques excessives, créer des bulles, par exemple sur le marché immobilier résidentiel, ou encore maintenir d'aplomb ce qu'on appelle les entreprises zombies. Donc ça veut dire maintenir d'aplomb des entreprises qui ne seraient pas viables dans d'autres conditions, par exemple si les taux étaient plus élevés. Et donc le Conseil des gouverneurs, il a bien conscience de ces effets secondaires indésirables. Il les suit et tâche de les circonscrire autant que possible. Donc, par exemple, dans les TLTRO, les prêts au logement ne sont pas pris en compte pour justement ne pas favoriser de bulles à ce niveau-là. Mais cela étant dit, d'autres domaines politiques ont également un rôle essentiel à jouer afin d'atténuer les effets secondaires indésirables. Et ici, il y a vraiment un rôle important pour la politique prudentielle. Un autre point important qui a été évoqué au fil de la présentation et aussi dans la présentation d'Hervé, c'est que l'assouplissement monétaire, il crée des marges budgétaires qui sont relativement larges. Donc les États ont pu emprunter massivement sans que le coût de la dette publique s'envole. La contribution majeure de la politique monétaire dans le cadre de cette crise, et en particulier les achats de titres publics par l'Eurosystème, elle s'est vraiment établie dans un lien très étroit avec la politique
budgétaire, plus étroit même qu'auparavant. Pourquoi ? Parce que la resurgence de l'inflation, elle est liée à la reprise de l'économie qui elle-même nécessite le net accroissement des dépenses publiques. Hervé a déjà détaillé les enjeux pour les finances publiques. Ici, j'insisterai surtout sur le point de vue de la politique monétaire. Le fait est que la coordination ad hoc qu'on est en train d'observer entre politique monétaire et politique budgétaire, elle ne doit pas être considérée comme un phénomène structurel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de soutien inconditionnel de la politique monétaire à toute dette publique supplémentaire des États de la zone euro. Donc plus concrètement encore, ça veut dire que si l'inflation s'accélère, l'eurosystème va relever progressivement ses taux directeurs et donc les pouvoirs publics se doivent de veiller à la soutenabilité de leurs finances aussi sur le long terme. La politique monétaire reste axée sur la stabilité des prix. Et pour conclure, donc c'est peut-être pas tout à fait un défi, mais on souhaitait, oui, c'est quand même un défi. On souhaitait évoquer un processus qui occupe les équipes de l'eurosystème, donc c'est-à-dire la BCE, mais aussi l'ensemble des banques centrales nationales de la zone euro, depuis plusieurs mois, donc qui a commencé avant la crise du Covid et qui devrait se terminer à la mi-2021. Il s'agit de la revue, la révision de la stratégie de politique monétaire de la BCE. Ces dernières 15 dernières années, l'eurosystème, il s'est montré très agile. Il a pu vraiment ajuster ses instruments au fil des crises. Donc on a eu d'abord la crise financière, la crise bancaire, de la dette souveraine, maintenant la crise du Covid. Mais le fait est que la stratégie actuelle, et quand je parle de stratégie, je veux dire donc l'objectif qui est visé, le cadre analytique qu'on utilise pour interpréter les développements, aussi la panoplie d'instruments, comment on communique, cela date de 2003. Donc entre-temps, il y a eu non seulement la crise Covid, mais surtout aussi des profonds changements économiques, comme les taux d'intérêt bas, la faible inflation, la limite de la réduction du taux directeur par les banques centrales, la mondialisation, la numérisation ou encore le changement climatique. C'est pourquoi la BCE a commencé, donc quand je dis la BCE, c'est l'eurosystème, a commencé à revoir sa stratégie de politique monétaire. C'est un processus qui a débuté donc avant la crise, comme j'ai dit, en janvier 2020, et dont la fin, ou en tout cas, oui, quelques temps avant la crise, et dont la fin a été un peu postposée, est prévue d'ici l'été 2021. C'est vraiment un examen de grande ampleur qui est inclusif, qui inclut tout l'eurosystème, mais aussi qui fait appel à l'implication du grand public. Et donc on a organisé notamment à la banque ce qu'on appelle des événements à votre écoute, donc où l'avis aussi donc des citoyens, de représentantes et représentants de la société civile a été sondé. Alors qu'est-ce qu'elle recouvre, cette révision de la stratégie de politique monétaire ? Donc toute la stratégie, mais elle doit, ce qui est important de retenir, c'est qu'elle doit rester dans les limites de notre mandat. L'eurosystème n'a pas le pouvoir d'autodétermination à ce niveau, donc c'est un mandat qui est donné par les autorités publiques élues, et c'est donc un mandat qui n'est pas révisable dans le cadre de l'évaluation de la stratégie, puisque cette évaluation, c'est une initiative lancée par le Conseil des gouverneurs. Mais donc, cette évaluation, elle vise vraiment à examiner comment accomplir au mieux notre mandat dans les limites du traité, mais donc dans un environnement qui s'est transformé. Donc, comme déjà dit, l'objectif principal n'est pas discutable, l'objectif de stabilité des prix, mais la manière dont cet objectif est mis en œuvre dans la pratique fait par contre bien l'objet d'un examen. Un autre thème porte, donc, et là on peut par exemple parler de cette définition quantifiée de la stabilité des prix, les 2% peuvent être remis en cause, aussi le fait donc qu'on se concentre sur un indice des prix à la consommation, est-ce qu'on devrait aussi prendre en compte le coût du logement ou pas. Un autre thème,
ça porte sur la manière d'appréhender les arbitrages souvent inévitables entre la politique monétaire et les autres domaines politiques, et pour servir aussi au mieux ces derniers. Donc ça, c'est aussi la question des objectifs secondaires, donc la prise en compte, par exemple, des effets de la politique monétaire sur la stabilité financière et sur les inégalités économiques. Une autre question importante que je pourrais évoquer, c'est aussi donc comment communiquer au mieux sur la politique monétaire. Et donc voilà, sans vouloir préjuger des conclusions sur ce point ou des axes choisis, j'espère que cette présentation fait déjà un pas dans la bonne direction de mieux communiquer sur la politique monétaire. Et c'est sur ça que je vais conclure. Merci pour votre attention. Je me fais l'écho de nos spectateurs pour te remercier vivement, Mélissa. En titre de préambule aux questions, je voudrais partager avec vous un sentiment, un souvenir. Je me rappelle il y a 35 ans, lors de mes cours de politique monétaire, qui étaient bien embryonnaires à l'époque en comparaison avec ce qu'on fait maintenant, je me rappelle qu'on qualifiait le banquier central de prêteur en dernier ressort. Et maintenant, j'ai quelquefois l'impression qu'on le considère comme le sauveur en dernier ressort. Et je crois vraiment que nous devons être pédagogiques, et tu l'as vraiment très très bien fait, pour rappeler que oui, le banquier central prend ses responsabilités dans son domaine d'activité, mais ne les prendra naturellement pas dans le domaine des autres, et ce sont également aux autres à travailler et à faire leur boulot au mieux. Voilà. Je voulais vraiment dire ça en termes de préambule aux questions, des questions, et nous en avons beaucoup. Très bien. Alors, il y en a une dont, en préparant ce séminaire, on s'attendait, et toi et moi, elle a été posée bien naturellement, c'est l'éventuelle annulation d'une partie de la dette publique par la Banque Centrale Européenne, avec deux sous-questions que je reprends bien volontiers. D'une part, mais comment ferait-elle ça au niveau comptable, la Banque Centrale Européenne? Par quelle magie pourrait-elle ainsi annuler des dettes? Et deuxième sous-question, mais quelles sont les critiques de la Banque centrale par rapport à cette idée d'annulation de la dette? Donc, qu'en pensons-nous en tant que banquiers centraux? Donc c'est intéressant de peut-être débuter, oui, avec cette optique comptable. Si à un moment, donc, à l'actif du bilan d'une banque centrale, on veut annuler de la dette, ça veut dire que au passif, les fonds propres vont diminuer. Donc, une annulation de la dette détenue par la BCE, ça veut dire une diminution de ces fonds propres. Et là, j'en viens aux critiques. Les critiques, elles sont de plusieurs ordres. La première chose, c'est le fait que, de toute façon, donc dans le cadre institutionnel donc de la BCE, de l'Eurosystème, ce serait une action qui est tout à fait illégale. Le traité de Maastricht, il empêche une telle pratique parce que ça constituerait ce qu'on appelle un financement monétaire, donc un financement par la monnaie des déficits publics. Et le traité l'interdit pour privilégier justement le fait de se concentrer sur le support à une croissance économique qui est non inflationniste. À côté de ça, il y a un deuxième type de critique, c'est de dire que de toute façon, en tout cas dans notre cas, ce serait une solution à un problème qui est relativement inexistant. En tout cas, dans la plupart des économies avancées, il n'y a pas de justification à annuler de la dette à partir du moment où la dette publique reste tout à fait soutenable, et donc à partir du moment où les mesures publiques ne font que pallier à l'absence de revenus et vont supporter aussi une relance durable, la dette publique restera durable, et donc il n'y a pas matière et justification économique à annuler cette dette. Et peut-être encore un troisième argument, et là qui vient en fait renvoyer à cet argument comptable justement, c'est le fait que ce serait aussi coûteux. Donc si on annule la dette détenue à l'actif, ça veut dire qu'au passif, les fonds propres diminuent.
Et donc ça veut dire aussi que l'Eurosystème, qui donne des dividendes aux autorités publiques nationales, serait contrainte dans cette pratique. Et donc ça veut dire que le niveau des dividendes qui seraient donnés aux autorités publiques va diminuer. Et donc en gros, ça représente le coût de cette pratique. Donc ce n'est pas, comme on dit, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Ce n'est pas un tour de magie d'annuler de la dette. Il y a un coût qui est lié à ce genre de pratique, mais qui, je le rappelle, de toute façon, dans le cadre de l'Eurosystème, est interdite. Merci. Nous avons également reçu des questions sur l'inflation. La première est, mais comment se fait-il donc que l'inflation actuelle n'est pas plus importante? En effet, les taux sont bas. L'action de la Banque Centrale Européenne, avec son quantitative easing, le TLTRO, etc., les mesures que tu nous as décrites, ces mesures sont d'une importance exceptionnelle. Et en plus, il y a la relance des États. Comment se fait-il que cette inflation ne reprenne pas et ne monte pas plus vite, n'atteigne pas, ou peut-être même ne dépasse pas les objectifs des 2%, ou juste en dessous des 2%? Mais il faut savoir que aussi, en tout cas particulièrement actuellement, l'inflation, c'est aussi le reflet de ce qui se passe au niveau de l'économie. Et on a vraiment eu, donc en termes d'économie réelle, et encore maintenant, un enchaînement de chocs pendant des années. Maintenant, voilà, c'est le Covid. Il y a donc quelques mois avant le Covid, il y avait beaucoup d'incertitudes sur les marchés financiers, des craintes par rapport aux économies émergentes. Donc, le fait qu'il y a eu beaucoup de chocs en matière réelle se reflète évidemment aussi dans les mauvaises performances en matière d'inflation. Et donc, comme j'ai dit, il est clair que le soutien monétaire va être vraiment prolongé pour permettre ce retour d'une inflation durable. Donc c'est vraiment cet enchaînement au niveau aussi réel. Et ce qu'on peut dire aussi, donc oui, il y a cet aspect réel et il y a aussi peut-être un aspect aussi plus nominal, le fait qu'après plusieurs années d'inflation basse, les anticipations même d'inflation, donc de la population, des ménages, des entreprises, diminuent. Et donc c'est aussi tout le défi de pouvoir remonter ces inflations, enfin ces anticipations à un niveau qui revient en ligne avec ces 2%. Donc après une période prolongée d'inflation basse, donc il y a des effets qui font que aussi donc l'effet de la relance sur les prix, donc cet effet d'entraînement va aussi prendre plus de temps à se manifester. Donc il va y avoir plus de difficultés aussi à renégocier les salaires dans certaines entreprises, etc. Donc ça dit aussi donc voilà, ce chemin jusqu'à la dynamique des prix est aussi plus compliqué après une période aussi longue de difficultés. Merci. J'ai un pendant à la question juste précédente et je ne résiste pas au plaisir d'en lire le début. L'inflation, c'est comme le ketchup. Il ne veut pas sortir, mais lorsqu'on frappe sur la bouteille, l'assiette est inondée. Manifestement, c'est une citation de l'Écho. Et la question, c'est, est-ce que quelque part, on n'a pas peur d'une forte et soudaine inflation? Alors qu'il y a partiellement répondu, nous sommes bien d'accord, mais j'y ajoute une autre question posée par un autre membre de notre public. S'il y a surchauffe et donc inflation, est-ce que la BCE pourrait réaugmenter ses taux? Est-ce que quelque part, elle ne mettrait pas à mal les finances publiques dans ces cadres-là? Oui, c'est aussi une question en complément qui est intéressante. Donc là, comme je l'ai dit, clairement, en ce moment, le problème, c'est l'inflation basse. Il n'y a pas, donc les prévisions restent basses. Bon, il y a certains risques haussiers, mais qui sont pour le moment relativement limités. Et ce qu'on voit d'autant plus après la crise Covid, c'est qu'il y a un montant assez considérable de capacités inutilisées dans l'économie, et donc
ça laisse penser, ça suggère qu'il faudra encore attendre un bon moment avant de voir l'inflation repartir de manière importante. Mais dans le cas où, à un moment, oui, l'inflation repartirait de manière très importante, l'Eurosystème, il l'a toujours dit, a donc dans sa boîte à outils tous les outils nécessaires pour justement faire face à cette remontée de la dynamique des prix. Et clairement, il est dit que la remontée des taux va dépendre des perspectives d'inflation et seulement des perspectives d'inflation et pas de considérations relatives aux finances publiques. Et donc ça, c'est vraiment, oui, ce qui était dit dans ce premier défi, hein, dans les derniers slides, de dire qu'on reste axé sur la stabilité des prix et c'est au pouvoir public de prendre les mesures nécessaires, d'avoir des mesures budgétaires qui permettent une relance durable pour garantir vraiment toujours cette soutenabilité de la dette publique, aussi dans le long terme, et donc aussi dans l'éventualité où les taux devraient être relevés d'une manière plus importante dans le futur. Merci. Une autre question concernant l'inflation. Alors, l'inflation, c'est une moyenne. Ça n'est pas un chiffre absolu sur l'ensemble des secteurs. Alors, y a-t-il des éléments de l'économie dont les prix ont plutôt tendance à diminuer et où, dans certains secteurs ou dans certains produits ou dans certains services, on est confronté plutôt à un phénomène de déflation par rapport à un phénomène inflatoire qui pourrait être noté dans d'autres, et que quelque part ces deux éventuelles réalités se maquilleraient l'un l'autre pour arriver à la moyenne de l'inflation dont tu nous as parlé. Le fait qu'on ait un objectif qui est à 2%, c'est aussi pour éviter que dans certains pays, on est, donc comme c'est très bien dit, il s'agit d'une moyenne, que dans certains pays ou dans certains secteurs, on puisse se satisfaire de déflation. Donc le fait d'avoir déjà une moyenne de 2%, ça veut dire que, bien entendu, dans certains secteurs, dans certains pays, on peut avoir une inflation plus basse, mais a priori, on ne peut pas se satisfaire donc de manière structurelle de la déflation. Je n'ai pas connaissance, oui, de secteurs particuliers, sujets actuellement où il y a une chute continue, donc parce que la déflation, c'est vraiment une chute continue des prix, hein, une chute prolongée des prix. Mais donc, comme je le dis, avec ces 2%, on se prémunit de ça, en tout cas, tant qu'on arrive à renouer avec cet objectif de 2%. Quelle était la deuxième partie de la question ? Donc le fait que ça se compense, il y avait une autre partie ? Oui, donc si l'un ne compensait pas l'autre, mais je pense que tu... Oui, ok. Oui, donc en tout cas, les 2%, ça vise justement à éviter que dans certains... compartiment de l'économie, on accepte de la déflation. Alors ici, plutôt une remarque qu'une question. Parce que quelque part, on parle toujours de mesures non conventionnelles, mais on parle de mesures non conventionnelles depuis des années. Quelque part, elles deviennent conventionnelles. C'est tout l'objet aussi, en fait, de cette revue stratégique, enfin, revue de la stratégie, c'est aussi de dire... Tout à fait. Depuis des années, on fait appel aux instruments non conventionnels. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant aussi de formaliser ça et de dire que dans le futur aussi, on s'attend à utiliser de manière plus régulière, vu le contexte général, les tendances structurelles, à utiliser plus fréquemment les achats d'actifs pour mener notre politique. Donc c'est tout à fait pertinent et ça rentre tout à fait dans le cadre de l'examen qui est en train de se faire au niveau de l'Eurosystème. Merci. Alors pour terminer, une question que je trouve dont les explications seront extrêmement pédagogiques, et je pense que c'est vraiment utile qu'à travers les professeurs qui suivent
notre séminaire, qu'ils puissent expliquer cela à leurs élèves, à leurs étudiants, mais d'où vient l'argent que prête la Banque centrale européenne? Comment crée-t-elle cet argent infiniment, cette planche à billets virtuelle, parce qu'il n'y a pas plus de billets en circulation maintenant qu'auparavant, comment fait-elle pour créer autant d'argent? Donc, d'où vient l'argent? Donc, c'est au niveau du bilan de la Banque centrale. Donc, les réserves, donc on appelle ça les réserves de Banque centrale qui sont créées, où les pièces et les billets, elles s'inscrivent au passif du bilan. Mais ces réserves, elles ne sont pas, elles ne sont pas détenues, elles ne sont pas créées à partir de rien, et surtout, elles sont créées en contrepartie d'actifs, et donc elles sont créées toujours en contrepartie, donc que ce soit de prêts aux banques commerciales ou aussi des achats d'actifs. Et donc, il n'est pas question, de créer de l'argent. À volonté, de manière inconsidérée. Là, je rappelle bien que c'est toujours en fonction de cet objectif d'inflation. À partir du moment où les perspectives d'inflation seront plus en ligne avec notre objectif, il est tout à fait prévu d'arrêter les achats d'actifs et donc de laisser le bilan se contracter et justement que cette création monétaire soit temporaire. Hein. Donc c'est bien ça, et c'est ça aussi la différence avec le financement monétaire. Le fait que quand on parle financement monétaire, on parle d'une création monétaire qui est permanente, alors qu'ici, ce qu'on est en train de faire, donc cet argent qui, comme certains disent, qui vient un peu de nulle part, c'est une création qui est tout à fait temporaire. Merci Mélissa. Merci. Eh bien voilà, je pense que cette dernière réponse clôture notre séminaire. Il aura quand même duré quelques temps. On a commencé à 13h, il est bientôt 17h. Nous avons l'espoir, mes confrères, mes consoeurs et moi-même, nous avons l'espoir de vous avoir intéressé. Nous avons l'espoir de vous avoir fourni du matériel pédagogique qui pourra vous être utile, que vous pourrez utiliser en classe ou dans vos amphithéâtres, et que donc ce séminaire aura été marqué du sceau naturellement de ce coronavirus sur le fond, mais aussi sur la forme. Je suis face à un auditoire totalement vide, et vous de votre côté, vous ne nous avez jamais vus que sur écran. Ça manque de chaleur et nous le regrettons. Mais l'année prochaine, nous ferons tout pour revenir à la situation précédente, donc de pouvoir permettre d'avoir nos contacts comme on les avait depuis 12 ans et de nous voir, non pas en distanciel, mais bien en présentiel. Alors, c'est important d'avoir votre sentiment à ce propos-là. Nous allons donc vous envoyer, dans les jours qui viennent, un mail qui reprendra, entre autres, je vais vous en parler de ce mail, qui reprendra, entre autres, un questionnaire d'évaluation. Ce questionnaire d'évaluation vos réponses à ce questionnaire d'évaluation vont nous permettre de pouvoir déjà aider à la conception du prochain séminaire enseignant. Et nous espérons bien qu'il aura lieu en 2022 et qu'on ne soit pas amené à sauter une autre année comme on a dû le faire en 2020. Donc quand j'ai dit que vous alliez recevoir un questionnaire d'évaluation, ce n'est pas tout à fait vrai. Vous en recevrez un deuxième dans le même mail de la part de l'IFC, c'est nous qui allons vous le transmettre. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas non plus à répondre à l'IFC. Dans ce mail, je vous signalerai également que toute la documentation est d'ores et déjà à votre disposition. Je ne peux pas vous jurer que ce soit vendredi. Ce sera peut-être début de la semaine prochaine, parce que ça nous demande quand même un gros travail de compilation. Mais vous aurez, en termes de documentation, les PowerPoint des orateurs. Vous aurez l'enregistrement des exposés des orateurs également, dans un format qu'ils ont toutes et tous magnifiquement bien respecté, à savoir 40 minutes.
C'est donc du matériel qu'il est possible d'exploiter dans la durée d'une heure de vos cours. Et outre cela, vous aurez des liens informatiques qui vous permettront, nous l'espérons, d'aller plus loin dans le raisonnement et d'aller chercher de la documentation, soit sur le site de la banque, soit sur d'autres sites, qui peuvent prolonger nos débats d'aujourd'hui. Arrive le moment des remerciements. Alors, je voudrais... C'est embêtant de faire des remerciements sans applaudissements. Hein. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas naturel. Mais je voudrais vraiment remercier les 4 orateurs et oratrices pour avoir alloué beaucoup de temps à la préparation de ce séminaire et pour être venus avec vous, enfin face à vous, devant écran, dans une manière de travailler qui est quand même un petit peu inhabituelle. Donc, merci beaucoup à eux 4. Je voudrais également remercier mes collègues qui ont assuré la technique de ce séminaire. C'est à chaque fois un petit pari de devoir mettre au point quelque chose d'aussi compliqué que 4 heures de séminaire, 4 orateurs, plusieurs intervenants assis ici également. Ça n'est pas simple et heureusement que la technique a été là pour nous soutenir. Enfin, certains d'entre vous nous ont aidés à préparer ce séminaire, à le concevoir. On a eu une réunion à ce propos-là il y a quelques mois et je souhaite vraiment les remercier parce que si vous notez favorablement le séminaire dans le formulaire d'évaluation qu'on va vous envoyer, c'est aussi parce que certains de vos collègues ont bien voulu nous apporter leur éclairage. Et enfin, moi je voudrais bien vous remercier, vous, parce que grâce à vos questions, grâce à votre écoute, grâce à l'ensemble du débat que vous avez permis de mener, nous avons pu faire de cette journée, de cette demi-journée, une demi-journée interactive. Et nous avons estimé que toutes vos questions étaient particulièrement intéressantes. Et je regrette personnellement de ne pas pu avoir fait écho à toutes vos questions. C'était des questions de temps. Et à propos de temps, je pense que c'est plutôt une réussite. Nous sommes à 3 minutes de la fin de notre webinaire. On a donc tenu très bien ces 4 heures. Et je tenais vraiment à clôturer en vous disant à l'année prochaine, on se retrouve. Et si jamais vous avez des idées concernant des thèmes à aborder, n'hésitez surtout pas à les mettre dans le formulaire d'évaluation. Au revoir, belle fin de soirée à toutes et à tous.